Poser des questions un peu différentes à chacun des deux intervenants. Le premier, c'est que ceux qui ont lu, celles qui ont lu mon travail ont vu c'est un des choix, qu'il est fermé sur Paris, même si de temps en temps on voit la province de Paris, et même assez abondamment. C'est une des questions clés que la façon dont Paris se voit la province, les villes, les ruraux et même l'humanité dans les jeux du siècle de faire, mais c'est indiscutablement, et je l'assume totalement, un travail qui est fermé, heureusement, parce que sinon j'aurais écrit 150 000 pages en allant dans toute la province avec les mêmes façons de faire. Donc, je voulais avoir le sentiment de Quentin qui a justement, lui, tenté une histoire transnationale, globale, comme on dit maintenant, de la commune. Comment ce que j'ai pu écrire, dont il a pu lire, peut-être pas tout, bien sûr, a rejailli sur sa réflexion. Merci beaucoup. Ça vous m'entendez bien. Alors c'est vrai que cet ensemble de 3 volumes, là on s'est regardé en chien de faïence pendant 10 jours, je ne vous ai pas trop plongé dedans, et il est quand même assez impressionnant. Et finalement, je suis rentré dedans, et alors, je ne dirais pas que j'ai tout lu, mais je l'ai traversé quand même, les 3 tomes. Et c'est vrai que l'ensemble est quand même assez impressionnant. Alors, comment ça a rejailli? Alors, tu l'as dit, moi j'ai fait une approche transnationale. Alors, transnationale, c'est un gros mot pour dire des choses assez simples, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des volontaires internationaux dans la commune, comme Lucien Combat, qui était un ancien officier sarde, qui avait combattu en Crète, en Espagne, qui se retrouve sur la commune. Il y a aussi des résonances impériales de la commune. Il y a des événements à Alger, et une commune d'Alger. Et puis il y a des connexions médiatiques qu'on ne soupçonnait pas, mais il faut quand même savoir que tous les textes des communards ont été traduits en espagnol, en anglais, en italien, en allemand, et ont circulé dans le monde entier, en Europe, mais aux États-Unis, au Mexique, par le biais de l'Angleterre, jusqu'en Inde, en Australie. Enfin bon, c'est un événement absolument majeur. Mais dans le livre, et puis tu le dis très justement, d'ailleurs, ça a été dit, mais il y a une honnêteté dans la restitution des travaux qui est absolument remarquable. C'est que dans mon travail, j'ai aussi essayé de croiser ça avec la question des temporalités, et puis de faire des études au ras du sol, c'est-à-dire descendre à l'échelle du quartier, à partir de quelques terrains bien ciblés, formuler des hypothèses sur cette commune. Alors moi, ce que j'ai trouvé dans ton livre, d'une part, c'est que tu élargissais largement le regard, mais ça confirmait quand même les impressions que j'avais eues à partir de ces petits terrains. C'est que la commune, souvent on dit, elle n'a pas eu le temps de. Il y a des grandes mesures, elles n'ont pas eu le temps d'être appliquées. Et en fait, l'impression que j'avais eue en observant vraiment à l'échelle des quartiers, c'est qu'il se passait beaucoup de choses dans les quartiers, et qu'au fur et à mesure de l'événement, en fait, 72 jours, c'est très long, il se passe beaucoup de choses, et il y a une transformation sociale qui se met en œuvre, simplement, il fallait l'observer à l'échelle de nous. En fait, ton livre, ce qu'il fait, c'est qu'il élargit un peu cette focale, il propose un approfondissement considérable, mais qui donne beaucoup plus de sûreté à cette impression. En fait, ton livre, il démontre qu'il y a bien cette transformation-là qui a lieu au cours de la commune. Alors ça, c'est lié au choix de la démarche. Tu as dit, c'est une histoire totale. Tu t'es amusé en disant qu'on ne faisait plus comme ça. C'est vrai que maintenant, on dira plutôt études denses, études connectées. Ça permet aussi de rappeler l'intérêt de cette approche, c'est qu'elle permet de se saisir de la commune comme une totalité. C'est-à-dire l'ensemble de l'expérience parisienne est prise comme un tout. Et pour cela, tu as utilisé des archives, dont certaines sont totalement neuves. Donc, toute la presse, c'est quand même impressionnant. Tu peux faire une étude de l'imaginaire grâce à ça. Et puis toutes les archives des mairies d'arrondissement, ce qui permet de rentrer dans cette vie quotidienne parisienne absolument remarquable. Alors de ce point de vue-là, le livre propose toute une série de points sur des questions, et c'est une actualisation assez essentielle. C'est-à-dire qu'il y a plein de questions anciennes qui trouvent des réponses nuancées, ou en tout cas assez solides, et puis toute une série de questions qui se posaient, dans lesquelles on a des éléments pour poursuivre un petit peu l'analyse. Je donne juste quelques exemples. On ne peut plus dire que la dimension sociale de la commune n'est liée qu'aux seuls internationaux. Je montre bien, ça fait partie des débats qu'on trouve un peu partout dans le club, etc. C'est des choses qu'on pressentait, qui sont démontrées. Le fait qu'on parle de plus en plus de la commune au fur et à mesure où l'événement avance, on le savait, mais les tableaux que tu donnes sont de ce point de vue-là très clairs. On passe de la République à la commune, donc il y a une transformation. L'étude de la démocratie est particulièrement réussie. Moi, j'ai bien aimé ce que tu dis sur l'intensité. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une production de lois, de décrets, etc., dont on a souvent dit que ce n'était pas suffisant, ça n'allait pas assez loin, mais en fait, il y a une
intensité de production, de réflexion, qui est en réalité absolument remarquable, et ce qui fait qu'il y a bien une œuvre sociale de la commune. Au lieu de les chercher dans les grands mots, en fait, on le trouve dans la fabrique même, c'est ça ce que tu veux dire quand tu parles de commune comme œuvre. Hein, la commune est une fabrique de quelque chose, alors on ne sait pas forcément quoi à la fin, mais de quelque chose qui ne peut pas être réduit simplement à des mesures non réalisées ou à quelque chose qui serait de l'ordre de la déception. Ils n'ont pas eu le temps en réalité, ils ont eu le temps de faire beaucoup de choses. Et on opère dans ce livre-là un retour au 19e siècle, très net. Tu rappelles que République, dans le langage du temps, elle est sociale en soi, il n'y a pas besoin de rajouter démocratique et sociale. Qu'on n'emploie pas le terme communard parce que peuple suffit. Et c'est toute une réflexion sur le sens des mots, en fait. République et peuple existent encore aujourd'hui, mais ils n'ont pas la densité qu'ils avaient au 19e siècle. Alors quels sont les apports sur mon travail, j'en sais rien, mais en tout cas de façon plus générale. On sort de la lecture par le haut, ça c'est clair. Pour moi, le plus intéressant, c'est que tu nous proposes une vraie sensibilité à ce que j'avais appelé le mouvement de la commune, en imitant un peu ce que disait Rémi Gosset pour 1848. C'est-à-dire qu'en fond, la commune, c'est une force sociale, informelle, qui a de multiples relais, qu'on ne peut pas allier uniquement à l'hôtel de ville ou à un arrondissement. Et cette espèce d'approche extrêmement large nous permet de saisir chacun de ces micro-relais, sans dire que l'un prend le pas sur l'autre. C'est l'ensemble de ces micro-transformations qui produit quelque chose de radicalement neuf, qui est cette fameuse commune. Alors, pour la question des approches transnationales et autres, qu'est-ce que ça apporte? Beaucoup de choses, au fond. Un des problèmes dans les approches transnationales, c'est la surinterprétation. C'est-à-dire que là, toi, tu fais une observation vraiment au ras du sol. Dès qu'on fait une analyse comparée, évidemment, on est obligé de réduire un petit peu ce qu'on va comparer pour justifier la rencontre des deux. Alors, qu'est-ce que ça donne, par exemple? Sur cette histoire de république, un des échos les plus importants, ça s'est joué au Mexique. On oublie un peu, mais en fait, c'est assez cohérent. Donc, tu nous dis, dans le livre, voilà, République, au 19e siècle, en fait, c'est social en soi. Les questions sociales sont incluses dans la République. Donc, il n'y a pas uniquement la République libérale. Si on regarde ce qui se passe au Mexique, à ce moment-là, il faut rappeler que dans l'histoire du Mexique, dans l'histoire républicaine, de longue durée du Mexique, il y a déjà eu des républiques municipales autogérées. Donc, le modèle de la commune n'est pas neuf. Il est neuf en France, mais pas au Mexique. La notion de république n'a pas tout à fait le même sens. Il faut rappeler que sous la monarchie espagnole, le Mexique était une colonie au XVIIIe siècle, la monarchie espagnole se présentait comme une république des républiques. Donc il y a déjà une idée républicaine qui appartient au passé colonial mexicain. Et quand la notion de république commence à se développer au XIXe siècle, république, souveraineté populaire, ça n'a pas tout à fait le même sens qu'en France. Et grâce à ce livre, on comprend bien que lorsque les Mexicains entendent commune et république, ils entendent quelque chose en commun que nous, on a perdu, cette dimension sociale, mais que leur façon de comprendre la souveraineté populaire n'est pas exactement la même que celle qu'il y a dans Paris. C'est ce genre d'apport, au fond, que permet ton travail. Et ça suggère aussi que pour bien faire le travail, il faudrait faire des livres de 3000 pages sur les échos au Mexique. Donc évidemment, c'est impossible. Et nous, on se contentera de faire des allers-retours pour améliorer l'analyse de part et d'autre. Il y a aussi un rappel méthodologique. Ça, il n'y a pas de solution. C'est vous faites une analyse dense et vous avez un livre de 3000 pages sur un événement. Vous faites une analyse élargie et vous avez un livre de 3000 pages sur toute une série d'événements dans le monde entier, dans la longue durée. Dans un premier cas, on aura du mal à monter en généralité. Dans le deuxième, ça manquera un peu de profondeur. Et ce qu'il faut, c'est les deux. Il faut pouvoir les croiser en permanence. Le dernier rapport pour moi de l'ouvrage, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, souvent quand on donne des sujets en maîtrise sur la commune, on se dit, bon, tout a été fait, qu'est-ce qu'on va trouver, etc. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de choses à faire. C'est pas du tout quelque chose qui clôt un cycle, c'est plutôt quelque chose en lequel j'ai interprété comme ça, qui en rouvre un. Il y a plein de choses sur lesquelles tu donnes des réponses, que je crois parfaitement justes, mais tu ouvres des dossiers. Moi, j'ai adoré ce que tu dis des mariages. Il y a une histoire du lien entre la commune et l'intime qui reste à faire. On se marie sur la commune. Qu'est-ce que ça veut dire de devoir se marier pendant la commune? Il y a plein d'enquêtes ici qui sont proposées. L'alimentation, question majeure aussi. Comment est-ce qu'on se nourrit dans un tel événement? Qu'est-ce qu'on fait des moulins? Qu'est-ce qu'on fait du blé après la période du siège? Il y a toute une histoire matérielle de la commune à faire également. Et au fond, ton livre donne envie de redonner encore plein de sujets sur la commune pour les 10 prochaines années. Et je pense que tu comprendras bien que pour moi, c'est un énorme compliment. Merci. Cette question, c'est, si tu ne conclus pas, à la fin tu l'as dit,
Et tu parles de polyphonie, d'harmonie. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu fais exprès de ne pas vouloir conclure? Et qu'est-ce que ça signifie de ne pas vouloir conclure un livre en 3 tomes de 1590 pages? Seul à comme tout à l'heure, peut-être, parce que là, on est un peu pris par le temps, mais il est en retard. Mais j'essaierai d'y répondre un peu. On va laisser Gilles, qui lui est, comme tu l'as dit, un spécialiste du socialisme et même de la République, bien française cette fois-ci, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc, comment ça peut éclairer cette histoire, ou avancer quelque peu sur ces questions de l'histoire du socialisme et de la République, le mot-clé de la commune en même temps. Hein. Donc comment tu réagirais, comment tu ressentirais ça? Et je rappelle que Gilles est le directeur de la collection dans laquelle j'ai écrit ce livre, hein, qui s'appelle Gauche d'ici et d'ailleurs, dans les éditions de l'Arbre Bleu. Donc il est mon directeur. Oui, concrètement, bien entendu, l'historien Jean-Louis Robert a fait à peu près tout ce qu'il voulait sous le regard de l'éditeur qui après a réussi à publier finalement dans des délais rapides. C'est pas vrai. Voilà. Et bon, moi je l'ai lu depuis. Enfin, j'avais déjà lu un peu avant, mais en traversant aussi. Puis après, une fois que c'était bien publié, je l'ai vraiment relu. D'ailleurs, je trouve que le travail de l'éditeur est également à saluer pour cela, parce que ça rend la lecture beaucoup plus facile et agréable avec ce système effectivement des conclusions ça ne m'étonne pas que tu te sois situé évidemment dans le sillage de l'école des annales avec l'histoire problème, l'histoire des dossiers, mais je trouve que il ne faut pas être effrayé par la longueur des volumes. Je trouve qu'on a un temps de respiration qui finalement se vit très agréablement. On prend bien sûr donc il faut, parce qu'on ne dit pas 1500 pages en une fois, mais on peut lire partie par partie ou chapitre par chapitre et on y arrive. Et je crois que c'est tout à fait nécessaire. Tu m'interpellais sur la question de la commune par rapport, disons, à l'histoire des gauches, à l'histoire de la République, de la fin du XIXe siècle, du XXe siècle, du début du XXIe siècle. Je crois que c'est nécessaire, et je croyais même avant que tu aies publié le livre, puisque on m'a demandé, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, de faire une petite synthèse qui n'avait pas de prétention, disons, de grand projet scientifique, hein, mais qui se voulait être un livre, disons, de présentation des gauches pour une collection de débats sur la politique aujourd'hui, la question républicaine, etc. C'est publié au PUF. Et le projet qu'on m'avait donné, qu'avait donné l'éditeur, c'était, alors là, l'éditeur va être content, c'était de faire je ne sais plus, enfin, il ne fallait pas que ça dépasse, je crois, les 200 pages, une histoire générale des gauches qui devait commencer en 1900. Et disons que ce que j'ai eu à faire, c'est à persuader, à expliquer qu'il fallait commencer avec la commune. Donc, avant même de t'avoir lu, je suis bien persuadé qu'on ne peut pas discuter sérieusement, disons, des problèmes politiques contemporains si on ne commence pas au moins à la commune. On pourrait dire qu'on peut commencer encore plus tôt à la Révolution française, éventuellement, etc. Mais je crois qu'il faut commencer à la commune parce que c'est, disons, le moment où beaucoup de choses vont se jouer et se mettre en place. Ça va être effectivement d'un côté disons, un aspect, disons, d'affrontement, de guerre civile, de déchirure complète, et ça va être aussi le début d'une république fondée sur le suffrage universel, sur le débat politique, l'alternance, etc. Et la rencontre qui peut paraître contradictoire, qui est d'ailleurs contradictoire, la tension qui existe dans le moment de la commune, est, à mon avis, indispensable si on veut
comprendre les débats politiques du siècle et des 150 ans, disons, qui se sont écoulés ensuite. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé de la même manière dans les histoires contemporaines européennes. Bon, je ne peux pas développer, mais par exemple, quand on réfléchit au modèle de politique qui peut exister, par exemple, la gauche scandinave, la social-démocratie scandinave dont on parle beaucoup, à mon avis, quand on considère certains aspects actuels, par exemple, de la social-démocratie danoise à laquelle vous pouvez penser, c'est, à mon avis, inimaginable en France parce que nous avons une histoire tout à fait différente où à la fois le primat révolutionnaire, la question républicaine s'est posée dans des conditions tout à fait différentes de la construction de ces social-démocraties scandinaves. Hein, je ne développe pas, mais c'est à mon avis essentiel. Et là, il y a toutes sortes de questions qu'on retrouve dans ton livre et qui sont tout à fait passionnantes sur justement à la fois la commune comme période de conflit intense entre la commune et ses adversaires versaillais, question passionnante aussi de celle du tiers parti, si on peut dire, des républicains, alors radicaux, modérés, enfin à l'époque d'ailleurs c'est pas forcément la peine de vouloir les étiqueter comme tel, ça peut être aussi des internationaux comme Tolin, hein, par exemple, comme député. Donc toute la question de savoir pourquoi à un moment cela va se cristalliser de telle ou de telle manière selon les personnalités, les affinités ou les camps, pourquoi on va aller vers la guerre civile et l'affrontement, ce qui se joue à ce moment-là, il est évidemment absolument essentiel de le comprendre. Et ça, avec effectivement ta méthode, disons, de prendre les questions calmement, posément, un peu dossier par dossier, et de les traiter les uns après les autres, je trouve que cela aide beaucoup. Et cette histoire de la commune, là, effectivement, il ne faut pas l'enfermer dans le simple moment. C'est évidemment tout à fait important d'essayer de voir en quoi, disons, après, la commune va peser sur la totalité de l'histoire républicaine. La bataille pour l'amnistie, la bataille pour la fin de l'exil. Ça ne sera jamais d'ailleurs une histoire simple et univoque, parce que d'un côté des communards, vous aurez parfois des hauts communeux, etc., enfin des bordées d'injures contre les républicains. Du côté des républicains, ils pourront hésiter entre amnistie totale, amnistie partielle, etc. Mais on voit bien que quelque chose va se construire autour de ces questions à la fin de décennie 70-80. Et ensuite, le souvenir de la commune va devenir un enjeu politique extrêmement important pour la définition, disons, de la gauche française sous ses différentes formes, socialiste, plus tard communiste, libertaire, syndicaliste et autres, avec là aussi des moments parfois, disons, de rencontres. À mon avis, on ne comprend pas très bien ce que certains appelaient parfois le laboratoire, par exemple, du réformisme social sous la Troisième République, où d'ailleurs on n'intègre pas forcément les socialistes, si on ne pense pas au souvenir de la commune. Moi, quand j'ai travaillé sur Vaillant, par exemple, je l'ai vu, disons, fonctionner. Si vous voulez comprendre comment la commission de l'hygiène ou de l'assistance sociale travaille sur la Troisième République, il faut se souvenir que vous avez des anciens communards qui se retrouvent chez les socialistes, mais aussi chez les radicaux ou chez les républicains. Et je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, mais ça crée un horizon de réflexion et de travail qui est différent. Et ça, c'est aussi à prendre en compte parce que ça va peser, à mon avis, sur toute l'histoire de la République ensuite. Mais il n'y a pas que le côté bataille. Oui, je sais, c'est un grave défaut de tous les jurisiens. Hein. On ne veut dire que deux mots et on parle très très longtemps. Mais je voudrais quand même dire que justement, dans l'histoire de la commune, il n'y a pas, parce que ça on le retrouve dans l'histoire du socialisme, comment on choisit, disons concrètement, de faire de la politique, de faire tel ou tel parti, telle ou telle formule politique. Il y a aussi l'aspect très idéaliste. Donc on est bien dans l'histoire toujours de comprendre le réel et d'aller à l'idéal. C'est-à-dire que justement la commune, et ça c'est quelque chose qui ne peut pas être déraciné, c'est toujours
l'aspiration à autre chose. À autre chose qui est toujours très difficile de définir, d'ailleurs que j'ai retrouvé en lisant du Quentin de Lermoz aussi, hein, parce que c'est un idéal qu'on peut chercher dans telle ou telle formule, dans telle ou telle définition, qui parfois même est un petit peu inquiétant, parce que j'ai pensé, moi, ce que dit Constant Martin, par exemple, sur il ne faut pas de capitulation, de négociation, la fin de la commune aura une plus grande portée si nous terminions comme ça dans cet apocalypse de la semaine sanglante. Et pour poser une question, donc un peu comme l'a fait Quentin de Lermoz, je dirais que j'ai évidemment beaucoup admiré, beaucoup appris, beaucoup lu, et puis je reviendrai parce que sur l'histoire de la commune. Le parti pris que tu choisis de laisser un petit peu la semaine sanglante aux Versaillais sans poser la question, disons, du choix des communards à ce moment-là, m'a également un petit peu interpellé. Donc tu auras peut-être l'occasion de revenir sur le choix, te connaissant un petit peu, que tu assumes évidemment entièrement. Voilà les 2-3 détails que je voulais donner. Merci.